Mesdames et messieurs, bonsoir. Hey, c'était ça, là. Ou bonjour. Oh, Dieu. Oui, j'ai sorti ma grosse voix. Bienvenue à 35 mm de podcast. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, je me suis ennuyé. Moi aussi, chouchou. Et, écoute, je suis d'autant plus content qu'on parle d'un réalisateur que j'aime beaucoup. Enfin, on parle d'un bon réalisateur. Enfin, le premier qu'on aime. Qui vaut la peine. Non, mais David Fincher, oui. Qui est très aimé des cinéphiles. Je veux dire, il a la cote, ce réalisateur-là. Ouais. Et, il est encore très actif. D'ailleurs, c'est un des rares cinéastes qui a sorti un film en 2020 via Netflix. Donc, c'était encore plus facile parce que même pandémie ou pas, ça aurait sorti sur Netflix. Donc, on ne serait pas allé au cinéma. Peut-être pas. On aurait peut-être eu une mince fenêtre pour y aller. Peut-être. C'est pas mal le défaut, mais je n'embarquerai pas là-dedans. Non, mais c'est le fun de voir un film au cinéma. Et oui, exactement. Non, Netflix a ses avantages, mais ça nous enlève un peu ce plaisir-là. Ouais, ben moi, c'est un peu ça. Ouais, je m'ennuie du cinéma. Je pense pour ça que récemment, j'ai plus de difficultés à écouter. Je n'écoute moins. Ouais. On dirait que, je pense, moi, il y avait vraiment j'aimais la cérémonie d'aller, tu sais, de sortir de chez nous. Ouais. Pas besoin de me mettre beau, mais juste... Tu y vas, popcorn, tu t'assois, il y a quelque chose, il y a l'attente, les annonces. Je comprends. Surtout que tu y allais souvent. Une fois semaine, à peu près. On s'entend que c'est hautement plus que la moyenne. Oui. Puis, fait que là, on m'enlève ça, puis je suis comme, il y a des... Puis il n'y a plus de nouveautés. J'aimais ça, attendre les nouveautés. Mais on va le nommer le nouveau film c'est Mank. Mank. Sorti 4 décembre sur Netflix. Ça jouait ça m'a bouleversé l'attente de ce film-là parce que Fincher, c'est un réal que j'adore. Mais les biopics, moins ma tasse de thé. Ouais. Normalement, il y en a quelques-uns que j'ai vraiment adoré, mais je suis pas attiré. Puis là, c'est comme l'histoire du scénariste de Citizen Kane. Puis ça se passe dans l'écriture de Citizen Kane avec des flashbacks. Il y a beaucoup de flashbacks. Puis, fait que j'étais un peu comme dans l'espèce de filmer un peu style à la Citizen Kane. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est une force quand même du film. On y va, là. C'est quand même une force du film que de vraiment avoir. Recréer les films des années 30 parce que Citizen Kane c'est 1941 c'est beaucoup l'esthétique début 40 fin 30 là. J'en ai quand même vu une couple d'Orson Welles dans ma vie et on retrouvait vraiment ça, tu sais, l'éclairage, les cadrages, les mouvements, vraiment les cadrages, ça m'a comme marqué. Je trouvais vraiment que il a fait ses recherches. C'est une lettre d'amour au cinéma, ce film-là. Un autre qui a fait ses recherches. Un autre qui a fait ses recherches. mais tu sais, vite, tu pourrais le comparer avec The Artist. Bon, là, c'était avant le parlant, c'était le muet, mais c'était quand même assez accessible, The Artist. Je sais pas, il y avait quelque chose de pop, il y avait quelque chose de... Ouais, ben là, aussi, mais il tablait sur le charisme de Jean Dujardin qui est immense, puis ça jouait beaucoup sur le côté, c'est ça, un peu pas burlesque, mais tu sais, le côté... musical, machin chouette, là. Alors que là, on est vraiment comme... vraiment un film de 1937, mettons. Fait que la cassure est plus rough pour les gens qui n'aiment pas ce cinéma-là, qui connaissent pas ce cinéma-là ou qui ne sont pas intéressés. Ouais, puis c'est sur quelqu'un qu'on connaît pas. En tout cas... C'est pas une vedette. En tout cas, tu sais, je veux dire, il avait l'air connu à l'époque, mais tu sais, moi, je savais même pas c'était qui le scénariste de Citizen Kane. Même pour avoir vu Citizen Kane... on parle tant d'Orson Welles, le génie d'Orson Welles. Mais là, c'est on va faire l'histoire du gars qui a écrit l'histoire. C'est ça. Tu fais comme, il est connu sûrement de gens un peu plus cinéphiles que moi, mais si moi, je le connais pas, c'est clair qu'il y a un barrage de gens qui ne savent pas c'est qui. Oui, exact. On va le dire tout de suite, c'est Herman J. Mankiewicz. Dans le fond, qui est le scénariste, comme tu as dit. Il a scénarisé autre chose. Wizard of Oz, je pense qu'il fait partie des 1000 personnes qui ont travaillé là-dessus. Et le film traite du moment où il a écrit Citizen Kane un peu à la course. Et c'est beaucoup de flashbacks. Donc, toutes les années 30 sont passées d'alcooliques, d'activistes. Qu'est-ce qui a un peu... les personnages, les rencontres qu'il a faites, ses déboires et ce qui l'a inspiré pour Citizen Kane, en fait. Et je trouvais que, ça nous prend pas par la main, ce film-là. Fait que c'est comme une ride dans
monde inconnu pour ceux qui connaissent pas ce cinéma-là. Notamment les personnages, qui sont des vraies personnes qui ont existé, mais ils sont pas vraiment présentés. Moi, je connaissais des noms, je sais pas que je les connaissais plus, mais j'ai l'impression que j'avais quelques petits outils. David O. Selznick, je savais que c'était un producteur. Louis B. Mayer, je savais aussi c'était qui. Lui, qui est le patron de MGM. Mais si tu sais pas pantoute c'est qui, on te présente pas vraiment. Il y a une méchante gang que moi, ça va vite, là. Je savais pas, là. Tu sais, comment il rentre avec le nouveau jeune writer, puis il présente un tel. C'est son frère, en fait, qui, lui, est Joe Mankiewicz, qui a écrit All About Eve. Fait que, tu sais, quand tu sais ça, tu fais OK, je peux me situer, mais si tu sais pas. Mais quand il présente tous les autres, là, tu sens que, OK, c'est lui, puis je suis comme, aucune idée. Zéro. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que. Mais j'ai quand même eu du plaisir, quand même. Des bonnes performances. Là. Gary Oldman, c'est Gary Oldman. Je ne se trompe pas. Là. Amanda Seyfried est très bonne Lily aussi. Collins, très bonne. Oui. Qui joue la fille qui retape le scénario. Je trouvais ça drôle. Il fait juste comme disclamer le truc, puis elle tape le scénario. Mais overall, j'ai quand même eu des moments de plaisir. J'ai pas été complètement dans l'ennui, mais c'était comme un peu... Des fois, je disais, mais OK. Puis connaissant Fincher, puis là, on va y arriver pour les gens, là, mais on va rentrer dans son style. Je suis comme... C'est complètement pas rapport, mais tu sais, je me demande, parce que c'est son père qui a scénarisé à Fincher. Fait que c'est-tu vraiment... Jack Fincher. Jack Fincher, c'est-tu... vraiment un truc un peu père-fils, tu sais, le père qui là, on va parler, tu sais, puis ils ont développé ça ensemble, c'est devenu une espèce de projet un peu on the side de ce que Fincher fait normalement. Ouais, il y a clairement ça. Je pense que si c'était pas un scénario de son père, je sais pas à quel point il l'aurait fait, parce que il y avait quelque chose de très personnel dans ce film-là, d'émotif, puis je pense que c'était important pour lui, son père qui est décédé, mais qui a écrit ça, et son père qui était pas un scénariste, hein, c'était un journaliste, fait que c'est quand même d'autant plus surprenant que c'est assez élaboré là, sur ces époques-là que lui a peut-être vécu, mais encore là, il devait être jeune aussi à l'époque. Je me suis demandé aussi si c'était pas comme, mettons, un espèce de... Puis là, c'est la spéculation parce que j'ai pas lu là-dessus. Puis je sais même pas à quel point Fincher a parlé de ça. Mais que je me dis peut-être qu'il y avait une espèce d'amour. Est-ce que c'est son père qui avait fait montrer Citizen Kane à l'époque? Puis il y a quand même une espèce de relation à ce film-là que mon père m'a ouvert aussi, moi, je sais pas, puis ça fait qu'ils ont développé, genre, on va... C'est un peu ça même que je l'ai pris, puis là, c'est de la pure spéculation, je le répète, mais c'est même que je le prenais tout le long, mais ça, c'est clairement un truc, un trip père-fils, puis fait que j'ai trouvé mon plaisir, mais j'ai pas eu aucunement le plaisir que j'ai en écoutant un Fincher. Non, c'est pas pareil, pas en tout. Finalement, l'histoire de Citizen Kane, on savait que c'était basé sur William Hearst. Randolph Hearst. Mais là, tu fais, OK, non, mais il connaissait même. Là, tu fais, oh, OK, non, c'est pas juste, ça sort pas de nulle part, cette histoire-là. Puis ça, j'ai trouvé ça plus intéressant. Mais j'ai trouvé qu'overall, c'est ça, il était très dans l'émulation de Orson Welles, mais Fincher n'était pas tant loin. Il y avait quand même un montage quand même un peu plus rapide qu'à l'époque. Là. Des fois, il y a des cuts. Sûrement en plus, Il y a pas tout le temps, mais des fois, des petites cuts. Là, il y avait comme 4 cuts en l'espace de 8 secondes. Ça, c'est un petit peu plus rapide qu'à l'époque. Là. Ouais. Tu sentais des clac, clac, clac. Puis là, tu fais, oh, OK, le Fincher est ressorti pour ça, mais en même temps, Fincher, puis là, on pourrait peut-être switcher, mais il aime ça le côté, il est très stable, fait que ça y va aussi avec un cinéma de cette époque-là. Oui. Qui n'était pas très à l'épaule, mais on s'entend. Oui, c'est ça. Mais là, on pourrait peut-être rentrer, là, on rembobine et on va sur sa bio. Il sort de où, ce monsieur Fincher? Ben oui, mais Fincher, dans le fond, lui, il a grandi à plein de places, il a beaucoup déménagé, puis il a commencé beaucoup avec le vidéoclip. C'est là comme pas mal les gens de sa génération. Oui, Spike Jonze, Michel Gondry, Michael Bay. Il y en a plein qui... On parle au-dessus de 60 vidéoclips. Il y en a même fait dans les années plus récentes. Évidemment, 80, c'est uniquement ça. Il a travaillé sur les effets spéciaux, effets visuels pour Star Wars, Neverending Stories, puis un d'Indiana Jones and the Temple of Doom. J'étais surpris parce qu'il y a un fun fact quand même que je trouvais sympathique, mais il était voisin de George Lucas quand il était jeune. Et
là, il a fini éventuellement par travailler sur Return of the Jedi. On fait des liens. George Lucas, puis lui, le même style. Et donc, il a commencé son premier long métrage, c'est Alien 3. Wow. Je sais pas comment il est arrivé avec ce projet-là, mais ça reste que c'est surprenant. Déjà, les deux premiers avaient été très populaires. Il y avait un buzz, il y avait quelque chose de gros qui se passait. Là, il confiait dans les mains d'un nouveau, le premier film, le film d'une franchise. Je trouve ça surprenant pour l'époque. Pas pour l'époque, mais encore aujourd'hui, je verrais pas ça, j'ai l'impression. Non, vraiment pas. Mais l'affaire, c'est que j'ai relu... j'ai pas relu récemment, mais j'avais lu il y a longtemps parce que je m'intriguais justement... mais c'est ça, c'est que le développement d'Alien 3 c'était l'enfer. Ouais. Ils ont changé, je sais pas combien de fois de scénaristes. Puis là, tu sais, c'était une guerre de producteurs de studios. Puis que là, ils veulent ça. Puis là, il y a trop de monde qui se pitche dans un projet que ça a viré. Puis j'avais vu qu'il y avait 10 000 histoires. Il y en avait une qui était vraiment hot. Au début, Alien 3, ça se peut être qu'il y a une espèce de planète avec des prêtres, genre style moine. Puis Alien. Puis là, il y avait un côté un peu Moyen-Âge, cette planète-là, mais avec Alien. Tu sais, ils voulaient aller un peu partout. Puis là, je pense que c'était tellement l'enfer, tellement tout croche, tellement tout ça, que il fallait juste qu'il en fasse un, puis il était juste tanné, puis ça a donné ça, on donnait ça à un jeune nouveau, puis comme... Je sais pas c'était quoi la réception à l'époque, je pense que c'était pas tant hot. Non, ça n'a pas marché. Non. Mais c'est parce que je l'ai vu jeune aussi. Là, ado, moi, j'avais trippé sur le 3. Puis je trouve que le look est quand même nice. Le look, on est proche de 12 Monkeys. On est dans le steampunk un peu industriel. Parce que c'est une planète de prisonniers complètement... La prémisse est bonne. Toute pétée, L'idée, je la trouve bonne. Je suis pas fan d'Alien. J'ai vu 1, 2, 3 seulement. Puis... T'as pas vu le 4 de Genet? Non, mais peut-être. Si on fait un épisode sur Genet, je vais l'écouter. Ouais, c'est ça. En tout cas. Je tiens pas plus qu'il faut parce que je suis pas fan tant que ça de cette série-là. J'ai bien aimé 1 puis 2, mais correct. Surtout le 1. Et tu vois, comme mon plaisir au milieu du film de Alien 3, c'est pas mal arrêté à un moment donné, là, quand ça commence à s'étirer. Puis de toute façon, Fincher l'a quasiment renié ce film-là parce que... parce que c'était une commande. Tu sais, lui, il arrive, il fait on a ça. Tu sais, puis je sais pas quel âge il avait, mais tu sais, je veux dire, si t'apprends commande cinéma, un gros studio, c'est sûr que tu fais comme oui, je vais essayer de m'attaquer à ça, mais c'est clair qu'il a frappé des murs, il voulait faire des affaires, puis il s'est fait dire non, il n'a pas eu le dernier montage, puis là, c'est clair que écoute, il y a plein d'affaires qui ont sûrement dérapé, puis on ne s'étirera pas là-dessus parce que... Non, c'est ça. Mais il y a quand même, les bases de ces univers glauques. Il y a des trucs qui sont là quand même. Là, bien qu'il n'ait jamais fait de science-fiction depuis, non, aucunement. Mais comme tu dis, au niveau de l'éclairage, il y a quelque chose. L'ambiance, la caméra, le rythme. Tu sais, t'as le premier de Ridley Scott qui était très petit, plus... sur le suspense, huis clos. Là, James Cameron, évidemment, il a pété ça. Puis c'est 8000 guns. Puis c'est un peu l'idée on ramène ça à... OK, c'est une planète de prisonniers, ils n'ont pas de fusil. Fait que là, on ramène ça plus petit, quelque chose de plus dans le suspense. Et c'est la force de Fincher. Je pense que c'est un maître de tenir en haleine. Mais c'est ça, moi, je ne l'ai pas revu. En l'ayant vu ado, j'avais trippé. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu cette année. C'est ça. C'est un autre... un autre niveau. Mais on peut avancer là, parce que c'est pas... c'est pas majeur. Puis, en fait, la seule chose que j'ai ajoutée, c'est que c'est beaucoup les personnages d'Outsider. Et ça va le suivre beaucoup dans sa filmographie. Là. Fait que, Seven, donc 1995, 3 ans plus tard, qui là, lui apporte le follow spot sur ses talents puis son potentiel, parce que ça l'a comme pas mal plus révélé, j'ose croire, avec un film qui est toujours aussi bon, là, 25 ans plus tard, on dirait que ça n'a pas pris une ride. Non. Parce que c'était déjà un peu décalé. C'était comme un néo-noir reste, là, tu sais. Je veux dire, ça se passe en 95. Tu te dis que le film... C'est jamais dit, en fait, mais... Je sais pas si la temporalité est dit, mais le lieu, c'est pas vraiment dit. Tu sais pas t'es où. Non, c'est ça. Puis ça a l'air d'être en 95. Mais de la manière qu'ils sont habillés, le look, tu sais, les bureaux de police, les apparts. On a un petit quelque chose d'Humphrey Bogart là-dedans. Il y a quelque chose de très post-daté, tu sais, des années 50. Tu sais, ils s'habillaient des longs côtes. Il y avait quelque chose qui n'était pas tant 95 là-dedans. Fait que ça... c'est vrai. Moi, j'avais 10 ans, fait que je ne l'ai pas vu. Puis c'était 16 ans et plus. Puis mais je me rappelle le battage qui va autour de ça, l'espèce de... Le monde a capoté...
En fait, c'était comme vraiment intense. C'est l'époque, très c'était lugubre, 16 ans et plus, je pense. C'est ça. Ça puis... se peut, ouais. Pour un film qui ne montre pas tant de violence, à peu près pas, il montre pas la violence, il montre juste le résultat. C'est assez sanglant, mais t'es pas dans la violence. Non, c'est ça. En tant que tel. Mais Fincher, c'est ça, c'est qu'il réussit à faire une immersion dans le truc. Je pense que c'est sa plus grande force, puis je pense que c'est un des trucs qui peaufine le plus. Le combat interne de tous les réalisateurs, c'est de faire sentir une émotion, mais lui, c'est qu'il veut que tu oublies le plus possible l'arrière, la caméra, le truc, puis ça, on le voit avec son arc, puis on va revenir sur les autres films plus tard. Mais il avait déjà commencé, puis je pense que c'est ça qui ajoutait à l'espèce de glow. Ouais. C'est une caméra qui est très fixe, qui va beaucoup suivre les personnages dans leurs mouvements. Puis dans une ambiance qui est bon, on l'a dit, qui est sombre, mais qui est suffocant. Les extérieurs, c'est tout le temps la pluie tout le temps. Tu regardes, mettons, dans les rues, dans les ruelles, il y a un peu de violence au loin. C'est pas post-apocalyptique, mais on dirait quasiment. Il y a quelque chose qui est... Parce qu'à défaut de ne pas révéler le meurtrier avant la fin, quand même, tu as l'impression que les personnages... combattent contre quelque chose, que ce soit contre la température, contre les lieux, la ville, puis les lieux deviennent un personnage quand même assez important. Oui, mais je me rappelle juste d'un moment donné quand ils sont en auto, puis c'est vraiment anecdotique comme ça, c'est pas tant important, mais ils sont les deux en auto, là, puis il me semble qu'il y a tellement de pluie. Tu vois pas dehors. Tu vois même pas dehors, puis tu fais comme, même eux, comment tu fais pour chauffer les trucs qui battent super vite, là, les essuie-glaces, puis t'es comme, Seigneur, tu sais, c'est over, mais ça fait que t'es comme... tu respectes pas bien, t'es comme tout le temps pris dans cet engrenage-là. Avec une fin, ma foi, qui a passé à l'histoire. Là. Le What's in the Box, c'est un meme maintenant. C'est ça. Je veux dire, si vous connaissez pas si vous n'avez pas vu le film, ça se peut, mais si vous connaissez pas le punch, vous étiez sous une roche ou vous avez... je sais pas, là, c'est quand même très, très connu. Là, ça me dérange même pas d'en parler, mais je veux dire, c'est une des forces aussi du film. Le personnage de Kevin Spacey qui est à l'époque, il n'était pas connu vraiment tant que ça. Là. C'était avant American Beauty. Oui, c'était avant, mais c'est les années de Usual Suspects, mais il n'était pas comme... C'était pas une star. C'était pas une star, tu sais, puis c'est ça. Fait que quand il arrive, c'est lui, mais tu sais, c'est pas tant comme, tu sais, c'est comme un... Là, c'est parce qu'on le regarde un peu plus tard, puis tu fais, c'est Kevin Spacey, c'est normal que c'est lui le méchant. Non, c'est ça. C'était subtil. C'est ça, là, j'aimais ça. Mais non, mais ça reste... C'est dans son jeu aussi, dans la froideur du personnage, tu sais, c'est qui est... il a souvent joué des personnages un peu froids comme ça. Puis c'est ça, il était bon là-dedans. Puis sa force à Fincher, c'est le... Tu sais, on parlait de... C'est le cadrage très, très stable, mais c'est qu'il raconte l'histoire avec ses échelles de plan. C'est du textbook, comment raconter, mais qui nous l'amène tellement sobrement qu'on le voit... on le voit, mais on le voit pas, tu sais, dans le sens que c'est pas tant marqué fort, mais il y a vraiment un plan dans les débuts, là, quand les deux, ils travaillent pas vraiment ensemble encore, là, Morgan Freeman puis Brad Pitt, puis que là, Morgan veut quitter l'enquête, mais ils sont trois, fait que Morgan Freeman, Brad Pitt et le chef de police, puis il y a comme ils sont à 3 hauteurs. Brad Pitt est complètement écrasé. Freeman est debout au début. Et c'est tranquillement une espèce de switch, tranquillement d'espace pour que là, Freeman regarde Brad Pitt. Puis là, Brad Pitt va se monter parce qu'il finit par donner-moi l'enquête. Et c'est le seul gros plan du chef de police. C'est quand il dit non à Brad Pitt, au personnage, comme non, t'auras pas l'enquête. Parce que sinon, il est tout le temps un peu loin parce qu'il s'en fout. Mais c'est sobre. C'est ça, comme tu dis, ça paraît pas pour le spectateur, pas comme, mettons, une signature à la Tarantino, là, mais ça s'analyse tellement bien dans le cadre d'un cours sur le cinéma. Exactement. Je pense que ça pourrait être pris en exemple. Tous ces films pourraient être pris en exemple. Puis en plus, c'est que plus le temps avance dans ces films, plus il s'efface la ligne de genre de sa réalisation. Mais c'est que tu regardes Fincher puis t'es comme pas sûr de sa signature. De sa signature, non, c'est ça. Tu sais, quand tu vois Spielberg, c'est tellement simple. Il y a des trucs, la lumière par la fenêtre, l'espèce de dolly-in. Mais lui, c'est comme... T'es pas tant sûr, mais
Sauf que tu regardes ces trucs, puis tu fais, je sais que c'est du Fincher. Ouais, ben surtout l'esthétique. L'esthétique. Tu sais, ça, c'est assez marquant, puis ça aussi, ça a évolué. Puis là, on peut tout de suite passer à The Game, qui est 2 ans après, 1997. Ça, je l'ai vu au cinéma. Ouais, ça, je l'ai réécouté récemment, puis c'est ultra divertissant. Ça a ses failles un peu, évidemment, parce que dans la plausibilité de tout ça, on repassera. Mais tu es prêt à l'accepter. Tu sais, c'est son North by Northwest. Parce que c'est un fan d'Hitchcock, là. Ça, c'est évident. Puis c'est dans la prémisse, puis je vais peut-être le mentionner parce que peut-être pas prendre pour acquis que tout le monde a vu les films. Mais oui, The Game est peut-être moins. Peut-être un peu oublié. Un peu oublié. Moi, j'avais trippé parce que je l'avais vu comme à 12-13 ans à l'époque. C'est avec Michael Douglas, un jeune Sean Penn qui joue son frère. Exactement. Je sais pas si tu avec Michael Douglas qui est comme un riche homme d'affaires, banquier, qui est très seul aussi, pas d'amis, il est haïssable, tu sais. Et son frère va lui offrir un cadeau pour ses 48 ans, qui est l'âge où leur père s'est suicidé. Et il va recevoir un cadeau qui s'appelle The Game. Donc, quoi offrir à un millionnaire quand il peut tout s'acheter? Ouais. On va lui offrir une aventure. Donc, c'est une espèce de corporation très mystérieuse. Ouais, c'est le premier Escape Room, Escape Game. Mais version, ça prend des proportions. Ça prend des proportions assez intenses. Donc, il va finir par aller s'inscrire, remplir des sondages et comme tout dire sur lui. Et eux vont faire un espèce de truc qui va adapter pour la personnalité du personnage. Donc, c'est pas toi qui vas aller au jeu, c'est le jeu qui va venir à toi. Donc, une fois que tu as signé, tu as payé, tu t'en vas chez vous, puis à un moment donné, le jeu va frapper à ta porte, puis tu vas être embarqué dans une grosse aventure où la ligne entre la réalité puis le jeu, la réalité puis la fiction est effacée. Ouais, c'est ça. Puis là, on commence à se douter parce que le frère, c'est un pas fiable. Son frère qui est c'est ça, beaucoup plus jeune, alcoolique. Plein de problèmes. J'avais aimé, puis il faut se rappeler aussi, c'était pas. Tu sais, les années 90, c'était quand même les grosses années des suspense thrillers, les trucs avec des twists à la fin. Usual Suspect, mais il y en a eu plein. Puis, tu sais, tous les Morgan Freeman des années 90, les films policiers, enquête, thriller, c'était tout. Il y avait un mood. Fait que, tu sais, la plausibilité. Oui, je ne peux pas comprendre. Il y a un effet de grandeur à la fin. Ça ne m'a pas dérangé dans ce film-là. Probablement, il y avait une majorité de scénarios qui se promenaient dans les studios. Puis là, tous les scénaristes essayaient d'avoir le scénario avec une twist. Là. Fait que c'est ça, mais c'est bien exécuté parce qu'il te fait comme oublier. T'es comme. C'est un jeu. Parce que tu fais. Dès le départ, tu fais, il y a un jeu. Ouais. Mais c'est juste un jeu. Là, tous les personnages qu'il va rencontrer, OK, cette personne-là, es-tu dans le jeu ou c'est fait que là, tu sais jamais. Puis même moi, je me rappelais pas tous chacune des scènes, chacun des personnages. Fait que j'étais même mêlé dans ma deuxième écoute. J'étais comme, je me rappelle plus. Puis ça tient en haleine. Je veux dire, là, on est dans un trailer. Puis t'as une tension, t'es tout le temps sur le qui-vive. Chaque 5 minutes, il y a pas un punch, mais un gros revirement. Tu sais jamais où tu t'en vas. T'es en chute libre tout le long du film, tu sais. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, dans ma tête, on dirait, tu sais, Seven The Game. C'est pas la même film, mais c'est comme une boucle. On est dans le même mood, un peu Quoi qu'il est pas mal souvent dans les mêmes teintes, là, mais il était plus dans le très sombre. Très sombre, ouais. Ah oui, je m'étais noté ça, j'avais remarqué, mais c'est un peu filmé, un peu comme un film d'horreur par moment. Il y a des scènes, tu sais, c'est pas de l'horreur, vraiment pas, mais la première fois qu'il va avoir un clown devant chez lui, c'est comme s'il y avait, tu penses que c'est un mort, en fait, au début. Tu penses que c'est un corps, tu sais. Fait que c'est vraiment traité avec la musique comme une prémisse de scène d'horreur, tu sais. Ouais. Et fait que, c'est ça. Puis la musique, c'est un autre facteur extrêmement important. Puis j'imagine qu'on va en parler plus surtout dans ces derniers films, là. Mais c'est quand même Howard Shore je sais pas s'il a fait celle-là, mais il a collaboré beaucoup avec. C'est lui qui a fait la musique du Seigneur des Anneaux, puis qui est quand même un compositeur assez reconnu, puis qui fait une maudite bonne job. Là. La musique est toujours très présente déjà dans son début de carrière. Ce qui nous mène à parler de musique aussi, mais tu sais, Fight Club, qui est pour moi, qui est son chef-d'œuvre. Là, je veux dire, moi, c'est mon préféré. Ça l'a confirmé en le réécoutant à quel point j'adore ce film-là. C'est quasiment cliché de le dire. Là. Oui, mais c'est ça. Quand on me demande, c'est quoi tes films préférés? Tu fais Forrest Gump, Fight Club. Non, mais tu sais, surtout pour notre génération, celui-là. C'était
C'est 99, c'est ça. Et j'étais quand même surpris de voir que ça avait été mitigé comme réception. Tu sais, ça n'avait pas été super populaire, ça avait été controversé à cause de la violence, puis plein de raisons. Mais même les critiques de l'époque, c'était 1 sur 2 qui aimait ça, l'autre détestait. C'est que ça vient de Chuck Palahniuk, qui est un auteur déjà qui polarise énormément. C'est un gars qui va écrire des livres, c'est ça, très critique, nihiliste de la société, très comme... Puis il pitch un peu pas son mal-être, mais c'est toute sa version noire de l'humain, puis tout ça. Fait que déjà, c'est une adaptation d'un livre qui divisait énormément, qui arrive avec un propos, surtout pour les États-Unis, qui est très capitaliste. Là, c'est un film anti-capitaliste, anti-tout. Un rejet anarchique, un rejet complet de tout ce que le Hollywood et les États-Unis veut être. Fait que je peux comprendre que ça dérangeait. C'était weird. En plus, quand ça sortit, il y avait vraiment mis la mention 18 ans et plus. Puis quand tu regardes le film, c'est pas tant violent. Je veux dire, ils se battent à point nu. C'est juste que, il y a le travail du son, on va se le dire. Là, il avait gagné le meilleur son aux Oscars. Parce que justement, les os, les coups de poing, tu fais comme c'est pas Indiana Jones avec des... Puis les faces toutes décapitées. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, la partie combat, c'est même pas le tiers. C'est même pas un tiers du film. Non. Après ça, c'est que ça tombe dans l'espèce de je vais dire sec, mais un groupe terroriste. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est la peur que les gens recréent ça. Les jeunes. Et il y a eu des fight clubs qui se sont créés. Là, même récemment. Vrais... Ah oui, récemment? T'as pas entendu ça? Non? À Montréal, à McGill, à l'Université McGill. C'était cet automne. OK, j'étais pas au courant, non? Mais je l'ai su, c'était déjà fermé. Mais j'étais comme un rush, j'étais comme fuck! Je vais aller à McGill, mais on divague. Mais il y avait une espèce de fight. Mais à l'époque, en 2000, début 2000, il devait en avoir beaucoup aux États-Unis. C'est ça. Clairement, mais je pense que c'est une peur que les jeunes soient influencés par le truc anticapitaliste, fuck tout, puis l'ont faire tout péter. Ça a été la même peur avec Clockwork Orange aussi. Là, à l'époque, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y avait un précédent. Là. Puis c'est ça. Ben, tu sais, c'est un peu le regard facile de faire mais le film glorifie la violence. C'est comme, t'as-tu vraiment écouté le film? Ça glorifie pas tant l'affaire. En tout cas. Puis tu sais, c'est parce qu'il y a pour des gens aussi, quand c'est pas fait comme. Quand il n'y a pas un gros warning, ceci est une satire. Où tu sais, on regarde le truc comme qui devient trop gros, puis la perte de contrôle. Tu sais, parce que justement, tu fais comme, il y a une perte de contrôle, puis c'est pas glorifié. C'est pas parce qu'ils font comme c'est pas le fun de se taper dessus. En tout cas, mais moi, ça m'avait fait capoter ce film-là, je veux dire, pour plein de niveaux. Là. C'est que déjà, c'est ça, avec le livre, c'est comme il y a un storytelling qui est fou, que il y a des layers à ce film-là, mais la caméra de Fincher qui se libère complètement. C'est peut-être son plus flyé aussi. Vraiment. Son plus éclectique. Puis c'est très prétentieux comme film. Tu sais, on s'entend, là. Mais c'est réussi. Fait que si ça n'avait pas été réussi, ça aurait été un gâchis. Puis là, j'aurais compris les mauvaises critiques, mais c'est correct que ce soit prétentieux quand c'est réussi, tu sais. C'est ça, mais il maîtrise encore bien. Sa caméra, elle bouge beaucoup, mais en même temps, c'est un film qui est très en mouvement. Malgré qu'elle est fixe. Elle est fixe dans le mouvement. C'est pas du caméra-épaule. Non, c'est ça. Elle va suivre comme la bataille. Je sais pas, quelqu'un qui va tomber au sol. Tu sais, ça va le suivre au sol, mais dans un mouvement qui est très slick, là, tu sais, qui est pas brouillon. Puis, parlant de la caméra, c'est là où aussi on a commencé à voir son espèce de caméra qui se faufile. Là. Bon, des effets visuels. Tu sais, d'ailleurs, le début va commencer comme dans le corps humain. Il va finir par sortir de la bouche. Oui, c'est ça. Et il y a aussi une scène dans une poubelle. Là, tu vois toutes les cups de Starbucks puis de trucs. Fait que, tu sais, je sais pas comment ils faisaient ça, mais par ordinateur. C'était du CGI. C'est du CGI, mais tu sais, très micro. Oui, c'est ça. Fait que, il l'a fait aussi par la suite. Panic Room, l'intro de. pas l'intro, mais quand. Panic Room, c'est beaucoup ça, ouais. Mais là, on switch déjà à l'autre après Panic Room qui est. Au pire, on n'en parlera pas trop longtemps, le temps avance. Mais il y a ce shot-là. Panic Room, c'était avec Jodie Foster, juste pour vous dire. C'est assez classique. Home Invasion. Elle et sa fille ont un Panic Room. Puis là, c'est un jeu de les gars veulent rentrer dans le truc, puis eux autres sont enfermés. Fait que comment ils essaient de démolir la Panic Room pour rentrer. Mais je pense que c'est la scène quand ils arrivent, puis la caméra part d'une fenêtre.
Puis ça passe à travers le lance d'une coupe à café, puis ça passe à travers les barreaux de la chaise. Mais tout ça, c'est du CGI. Oui, c'est ça. Ils ont tout mappé la place. Il a fait comme une espèce de passe. Il arrêtait, mettons, à tasse, mais il y a comme une reconstruction de tout ça. Du moment où la caméra ne peut pas passer. T'sais. Exactement. Et à travers le filage aussi de sécurité dans les murs, il y a ça aussi. Qui n'est pas un mauvais film. 2002, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Jared Leto. Tu as un pas pire casting. Jodie Foster, je l'ai nommé, mais c'est ça qui était... Et au début, c'était Nicole Kidman. Et ils ont même tourné 18 jours avant de la remplacer. Pas vrai? C'est quand même beaucoup. Parce qu'elle s'est blessée au genou à cause du tournage de Moulin Rouge avant. Puis là, elle était encore blessée. Fait qu'elle ne pouvait plus continuer. Ça a failli justement arrêter la production. Et finalement, Jodie Foster est comme arrivée en renfort et a vraiment bien fait ça. Bonne performance là-dedans. Et ça l'a changé un peu le ton aussi parce que, comme je lisais, étant un fan de Hitchcock, il voulait faire une espèce de Rear Window un peu... avec le personnage de Nicole Kidman, c'était un peu la femme Hitchcockienne, élégante, blonde, tout ça. Mais là, Jodie Foster n'a pas le même casting, fait que ça a quand même influencé aussi la narration à travers ça. Peut-être qu'ils ont focusé ailleurs, puis ça rend la chose un peu plus sportif. Là. Ouais, moi, c'est lui que j'ai le moins de souvenirs. Je l'ai vu à l'époque, je l'ai pas revu. C'était pas mauvais, mais c'est sûr que c'est pas un build-up, mais tu sais, set de game... Fight Club qui est comme mon Dieu Seigneur. Puis là, tu reviens à Panic Room qui est moins vraiment moins extravagant. Il y avait peut-être besoin de faire ça aussi parce que ça a dû l'avoir épuisé, Fight Club. Là, ça, c'était des centaines de lieux, locations, alors que là, tu es dans un seul et même endroit. Un espèce de huis clos, mais qui n'est pas dans une seule pièce, dans toute une maison. Et la maison est grande, là, plusieurs étages. Et ça m'a quand même impressionné à quel point il dynamisait le film pour quelque chose qui se veut assez statique, là. 2 personnes prises dans une pièce, puis 3 autres qui essayent juste de l'ouvrir. C'est quand même assez inventif. C'est ça. C'est pas un film, en tout cas, qui est marquant dans son truc, mais je pense que ça l'a amené tranquillement le switch, tu sais, parce que on dirait qu'avec Fight Club, il a vidé un peu le côté vidéoclip. Vraiment flashy, très pop, même s'il y avait encore sa caméra. Mais là, je pense qu'avec Panic Room, là, il a comme re-switché à ce que là, on voit depuis un bout. Que là, il se calme, il se pose, il devient de plus en plus précis. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait nommer parce qu'il est reconnu pour être un perfectionniste, maladif, à rendre fou les comédiens, tout le monde, en fait. Là, mais c'est un peu quasiment à la... Je m'en disais, à la Kubrick. À la Kubrick qui veut. Et là, on va le dire dans d'autres films, mais comme il y a une précision dans ses plans. Puis si c'est pas ça, il va recommencer jusqu'à temps qu'il... Puis c'est comme... Les acteurs font « mais mais je m'en fous de ton émotion. Ta tête est pas arrivée là où je voulais. » Tu sais, les premiers 20 takes, ils seront rarement utilisés. Ça va en prendre plusieurs avant d'avoir ce qu'il veut. Fait que ça va frustrer bien des comédiens, ça c'est sûr. Il y en a qui le critiquent aussi en disant il veut pas des acteurs créatifs, là, il veut juste des marionnettes. Là. Un peu ce qu'on reprochait à Hitchcock, là, ce côté bétail. C'est ça. À plein d'autres grands réalisateurs là, qui avaient une vision très claire de ce qu'ils voulaient. Alors, on va arriver à Zodiac 2007. Oui. Qui est... Toi aussi, tu l'as vu il n'y a pas longtemps. Récemment, C'est ça, on l'a vu dans la dernière année. Moi, c'est au début de l'automne. Là. Je l'avais oublié, moi, ce film-là, je sais pas. Je l'avais jamais vu. On dirait qu'il m'avait fait peur un peu à l'époque. Les critiques, tu sais. Parce que ça, il faut le mentionner, Fincher, c'est un film sur 2, là, pas pogné, mais pas en tout. On dirait qu'en rétrospective, il y en a plein qui sont devenus cultes, puis il y a une belle carrière malgré tout, mais au moment que ça arrivait, Zodiac en est un, Fight Club en est un, tu sais, des films qui n'ont pas marché au box-office. Les gens se déplaçaient pas. C'est sûr qu'il y a une tendance à faire des très longs films. Celui-là, il est long. Il est long. Beaucoup trop. Ouais. Il y a des imperfections, je comprends, mais on dirait que le switch dans son... C'est pas un grand switch, mais là, on dirait qu'il a comme assis ce qu'il allait devenir après encore plus. Et il a peut-être pas tout à fait maîtrisé dans la longueur du film, en fait. Là. Ça l'a allongé le film, le fait qu'il s'assoit encore plus. Mais tu sais, c'est parce que là, on regarde le casting de nos yeux d'aujourd'hui. C'est impressionnant aujourd'hui. Oui, c'est ça. Parce que t'as Jake Gyllenhaal qui avait quand même une petite notoriété. Mais là, tu avais Robert Downey Jr. qui était
plus dans les bonnes grâces nécessairement. Il revenait tranquillement. Avec Kiss Kiss Bang Bang, je pense qu'il a suivi l'année d'après. Ouais, là, il était sur son retour. Il revenait, là, mais pré-Marvel. Oui, c'est ça. Là, on était pré-Marvel, mais il était encore persona non grata. C'est le gars qui a fait Chaplin, mais ça faisait 2 fois qu'il allait en prison. C'est ça. C'était pas le gars qui vendait l'étiquette. Puis Mark Ruffalo commençait, là. Oui, ben là, il y avait sûrement Eternal Sunshine avant. Oui, c'est vrai. C'était 3 ans avant. 3 ans avant, c'est ça. Mais tu sais, il avait un petit rôle dans Eternal Sunshine. Puis c'était un acteur de film indépendant. Fait que c'est pas un casting qui vendait du ticket. C'est pas un film qui vendait. Tu sais, c'est comme quasiment un anti-set. Seven, hein? Là, on retourne il aime ça les policiers, il aime ça les enquêtes, les affaires, les trucs glauques. Le Zodiac, c'est comme un truc un peu mythique aussi pour les States, mais qui est une histoire qui n'a pas été résolue. Fait que, tu sais, le monde, on dirait qu'ils ont été surpris par contre. Ça, c'est une affaire, je trouvais, mais il y a comme. On ne trouve pas le meurtrier. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de. Tu sais, comme. Oui, mais il n'a pas été trouvé dans la vraie. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais. Mais il y a quelque chose. Tu sais, il y a des moments dans le film, le fun. Je pense notamment la scène que Jake Gyllenhaal. Je me rappelle même plus, parce qu'on dirait que c'est flou, mais il s'en va chez un monsieur. Puis là, le gars dit viens dans le sous-sol, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sol. Puis là, il commence à faire c'est lui, parce que il doutait qu'il y avait, comme Zodiac, il avait peut-être accès à un sous-sol. Mais toute cette scène de tension-là, la lenteur des plans rajoute. Tu sais, parce que tu vois comme Gyllenhaal, le gars en arrière, puis là, tu vois juste lui qui fait comme oh shit. Mais t'as le gars en arrière qui le regarde. Il y a comme une il met des moments de tension, mais qui sont aussi entrecoupés de ouais, c'est trop, ça. La scène d'ouverture est bonne. Je l'ai réécoutée aujourd'hui juste pour m'imprégner un peu du film. Tu sais, avec le Zodiac qui va sévir sans que tu le vois, évidemment, puis des jeunes, la liberté. Tu sais, t'es à la fin des années 60. Fait que c'est une époque qui est toujours le fun quand elle est revisitée. Là. Moi, j'étais assez fan de cette époque-là. Tu sais, quand on se prend le time Hollywood, puis tout. Tu sais, il y a quelque chose de cool. Fait qu'avec la musique, il y a quelque chose de bon. Mais tu sais, sur un 2h37 de film, ça perd le momentum à plusieurs reprises. Selon moi. Fait que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus ludique que ça. Pas un The Game, mais vu que c'est des énigmes, vu que tu as un personnage de Jake Gyllenhaal qui est obsédé par ça, j'aurais pensé qu'on aurait été encore plus dans l'énigme, aurait plus ressorti du film. Mais je regardais ça puis je me disais, c'est les mêmes raisons pourquoi Mindhunter, j'ai perdu l'intérêt aussi en l'écoutant. Ouais. C'est la série Netflix. La série Netflix qu'il a produit et réalisé au début. Ouais. Donc, qui va faire justement le portrait des tueurs en série. Fait que l'idée est bonne, mais au final, c'est vraiment juste une enquête. Ça n'a pas de moment fort. Fait que ça demande un autre intérêt. Je sais pas, moi, ça s'arrêtait là pour moi. Oui, c'est ça. Pour l'avoir vu récemment, c'était pas aussi pire que ce que j'avais entendu à l'époque. Non, c'est pas si pire. Je peux comprendre comme critique, tu sais. Que ça soit apprécié. Mais c'est définitivement pas ça que tu recommandes au chef. Non, pas en premier. Il s'est bien appris l'année suivante. Je parle, c'est bien appris dans le sens où il a renoué avec le succès du box-office. Ça a pris un gars qui vend l'étiquette. Oui, c'est ça. Donc, il revient avec Brad Pitt, avec The Curious Case of Benjamin Button et Cate Blanchett, 2 acteurs qui avaient joué ensemble dans Babel pas longtemps avant. Donc, qui est un film à Oscar, là, on ne se le cachera pas. D'ailleurs, les nominations, on parle de 13 et 3 prix. C'est vraiment pas mon préféré, mais c'est un beau film. Visuellement, vraiment beau, et même si ça fait déjà plus d'une décennie, c'est encore beau. Les effets CGI, évidemment, super réussis. Et ça fait longtemps, je pense, qu'il voulait ce film-là, où ça fait longtemps que ça courait là, dans les coulisses d'Hollywood là, pour le faire, mais évidemment, la technologie n'était pas rendue là, pour le vieillissement et le rajeunissement de Brad Pitt. Donc, si vous ne connaissez pas ce film-là, on parle vraiment d'un humain qui c'est tiré d'une histoire, courte histoire de F. Scott Fitzgerald. Okay. Donc, un humain qui est né vieux et qui va, plus il vieillit, mais en fait, il va rajeunir. Ouais, donc, quand il va mourir, il va avoir l'air d'un enfant naissant, et quand il naît, il a l'air d'un vieillard déjà. Ouais. Mais je pensais que tous les bébés naissants avaient l'air d'un vieillard. Oui, c'est ça, mais lui particulièrement laid. Donc, ça raconte aussi toute une vie. Fait que c'est sûr là, que c'est un peu normal que ce soit long aussi, un autre film au-dessus de 2h30. J'ai pas tant de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il faudrait avancer parce que c'est comme
C'est ça. Il y a comme tout ce qui s'en vient après, pas mal plus le fun. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment un peu pas le mouton noir, mais on dirait qu'il clash avec le reste. Vu qu'il est plus chaleureux, il est plus dans des couleurs chaudes, ce film-là. Puis c'est très Oscar, là, je me répète, mais tu sais, des scènes de moto, des scènes de guerre, des scènes de bateau. Ouais. On est vraiment plus dans quelque chose qui ressemble à du Spielberg. Là. Ouais. Non, ben là, on est à Social Network. Ah, c'est vrai, c'est Social, ouais. 2010. Là, on va en parler. Oui. Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer. Scénario adapté de Aaron Sorkin, c'est sa spécialité, là, ce genre de film-là. Là, qu'on l'a vu par la suite, Steve Jobs et Trial. Le Chicago 7 sur Netflix, il est sorti lui aussi cet automne. Cet automne. Très bon film. Donc là, c'est scénario adapté. Il a été oscarisé pour ça aussi. Donc, l'histoire de la création de Facebook. C'est ça. Et pour un film qui est un peu à procès, là, on s'entend qu'on est un peu dans on est beaucoup dans des scènes de règlement de compte avec judiciaire, là, j'ai juste dit dans d'autres mots, mais moi, c'est pas mon genre de film, mais je trouvais quand même ça assez dynamique. C'est pas des longues scènes, c'est assez rythmé, fait qu'on va être beaucoup dans les personnages et pas juste dans du monde assis autour d'une table. Dans mon souvenir, c'était beaucoup de ça. Fait qu'en le réécoutant, je me suis dit, non, finalement, c'est assez rythmé. Ça gosse pas trop, tu sais. Ouais, ben parce que, écoute, tu disais à la base, on fait un film, la création de Facebook. Pas très cinématographique, là. Non, c'est ça. Puis c'est la force de Fincher, en fait, il fait... Tu sais, on parle beaucoup de Tarantino, ses dialogues, mais Fincher, il y a beaucoup de dialogues quand même. Puis il y a beaucoup de moments de deux personnes qui se parlent ou, tu sais, Facebook, le social network, t'as bien avec les avocats, mais tu sais, souvent, ils jasent, mais il rend ça cinématographique à chaque fois. Ouais. Tu sais, puis la scène d'intro, quand ils sont dans le bar... Rooney Mara, c'est super bon, ça. Qui est dans, c'est ça, avec Jesse Eisenberg, c'est Rooney Mara. Ils se parlent, ça dure. C'est long quand même, ce dialogue-là. 5 minutes, là. C'est un bon 5 minutes. Puis c'est juste chant contre chant. Très simple. Écoute, mais il y a quelque chose qui se raconte là-dedans. Tu sais, c'est la présentation du personnage d'une manière tellement informelle. Tu sais, c'est pas quand voici, c'est lui. Puis il a grandi là. Non, il y a comme quelque chose qui se place, qui est très naturel. Mais ça, c'est la force de Sorkin aussi dans le jeu des mots. Mais il le rend d'une manière comme, OK, c'est juste deux personnes assises face à face dans un bar. Le film ouvre avec ça. Tu sais, parce que c'est ça, quand tu regardes Fight Club ou tu regardes toutes les autres très dynamiques, les intros, les affaires, là, c'est comme... Non, mais c'est le fun, c'est beau. Et puis là, il est vraiment plus dans sa caméra qui lock, là, vraiment. Le personnage. Hyper délavé, hyper stiff. Puis à partir de là, c'est vraiment plus clair, là, mais il le faisait avant. Et c'est pour ça qu'il rend fou les acteurs, là. Et que des fois, on ne se rend pas compte, mais il bouge la caméra seulement quand il y a une action. C'est-à-dire que, mettons, quelqu'un est assis, il est assis, puis s'il se relève un peu, la caméra va tilter up, il va se replacer. Fait que mettons, les yeux sont tout le temps à la même place dans le truc. Fait que, mais tu t'en rends pas compte, mais ça rend... Il y a quelque chose qui fait que c'est pas naturel dans la vie. C'est-à-dire que si je te regarde puis tu te lèves, c'est toi qui vas bouger. C'est pas moi qui va faire ça en même temps que toi. T'sais. Mais il y a quelque chose qu'on est locké avec la personne. Puis la même chose, s'il avance, elle va paner, mais il va tout le temps suivre le truc. Puis là, il a commencé ça, là, puis il a peaufiné après d'une manière un peu maladive. Ouais, c'est ça. La première scène avec Rooney Mara, je pense qu'on parle quasiment d'une centaine de takes. Là. Ouais, c'est ça. Puis on parle, c'est un chant contre chant. Je pense que ça les a pas mal épuisés. Il y a beaucoup de mots, là, mais c'est Jesse Eisenberg qui joue toujours Jesse Eisenberg, mais que là-dedans, ça fonctionne. Ouais, parce que c'est ça. Il fait un personnage qui est, je sais pas, là... Névrosé, ouais, c'est ça. Pas très social, en tout cas, manque de skills social. Définitivement. Mais c'est ça. Mais là, après ça, c'est parce que ça se peaufine dans l'espèce de storytelling de OK, mais là, il y a son ami avec qui il l'a fait, puis là, finalement, il est en train de tout prendre le crédit. Puis c'est tout des petits... Mais c'est des petits jeux de coulisses qui est pas... C'est pas spectaculaire, mais tu finis par comme creuser le truc. Tu sais, c'est ça que je te dis, c'est qu'il filme de manière pas émotive, mais tu vas connecter émotivement à ce qui se passe parce que tu fais comme, mais là, il a volé l'idée, puis là, les jumeaux, puis qu'il dit... Tu commences à vraiment être pris dans tout ça, malgré que c'est pas comme, la musique. Tu sais, la musique même est
puis là, c'est l'arrivée de Trent Reznor et Atticus Ross. Trent Reznor de Nine Inch Nails, qui a des musiques très éthérées, qui rajoute aussi à l'espèce de côté très froid. Tu sais, c'est pas, on n'accorde pas nécessairement un violon très classique. Dans du drone, là, des bruits, des affaires. Après ça, ce n'est qu'une variation sur le thème de tous les autres films. Oui, exactement. C'est ça plus réussi parce qu'il a quand même gagné l'Oscar aussi pour ça. Ouais. Pour la musique, eux, ils ont gagné ça. J'étais quand même surpris que plusieurs personnes disaient que c'est leur meilleur film des années 2010. Tarantino a dit que c'est son préféré. Souvent dans des tops numéro 1. Mais je pense qu'il y a de quoi aussi ça reste que ce film-là marque quelque chose dans la culture américaine. Ça parle d'un truc qui a marqué la culture, qui a changé la culture et qui montre aussi, je veux dire, tout le dans Fight Club, il y avait quelque chose de pas subtil dans la critique du capitalisme, mais ça reste une critique du capitalisme. L'idée de quelqu'un qui vole l'idée puis qui écrase la compétition. Mais c'est d'une manière faite par des nerds d'ordinateur. C'est pas comme... Le gros pouvoir. Le gros pouvoir, mais qui en est un, puis qui en est devenu un. Fait que ça devient une critique de la société, mais qui le fait de manière un peu plus sobre que Fight Club. Fait qu'il y a comme une évolution aussi là-dedans. Ouais. Mais la thématique critique de tout ça reste là. Mais je pense que c'est pour ça aussi que les autres réals, parce que c'est ça, tu le vois, c'est que quand tu regardes ce film-là, tu te dis, c'est quoi le style de Fincher? Parce que c'est pas aussi marquant que toutes les autres, mais je pense que les autres réals cachent l'espèce de travail de fou là, qu'il y a derrière ça, comme juste maîtriser chirurgical et puis en même temps est une critique, mais il commence à se détacher. C'est encore dans son détachement. C'est pas comme Fight Club, on pète tout. C'est comme, non, voici le truc. Ce que je pense est là, mais c'est pas marqué, surligné et tout ça. Ouais. L'année qui a suivi, The Girl with the Dragon Tattoo, qui une adaptation, on le connaît, de Stieg Larsson, qui avait déjà été adapté aussi en Suède, Danemark, les 2 ans avant. Là, fait que pas un très gros recul de ce côté-là, mais fait avec Rooney Mara qui revient, Daniel Craig, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård. Robin Wright, un gros casting quand même. Ça fit avec l'univers de Fincher, là, l'enquête, le policier, le côté glauque, exactement. C'est une bonne ride. C'est une bonne ride. Divertissant. Il revient à quelque chose de plus pop. Divertissant dans le sens... accrocheur, on cherche un meurtrier. Christopher Plummer qui habite sur une île là, avec toute sa famille puis qui est très riche et donc c'est sa nièce qui est disparue 40 ans auparavant et qui va engager un journaliste pour faire cette enquête-là. Lui va s'affilier avec une espèce d'outsider pirateuse d'ordinateur. Pirate, pirateuse, ça se dit pas. Il y a un mot pour pirate d'ordinateur, donc pour essayer de résoudre cette enquête-là. Donc, c'est plus classique. J'ai pas lu le roman, là, mais c'est vraiment assez classique. Policier, des bons moments forts, des bonnes scènes d'action, un méchant bon, puis tout. Mais, encore une fois, un peu, je sais pas, ça sort moins de l'ordinaire. Ça sort moins de l'ordinaire, mais sauf que tu vois, quand tu as un réal de son calibre qui prend d'assaut un truc pop, ça reste, c'est tight. C'est visuellement intéressant, c'est comme clac, puis tu sais, tu vois que son contrôle de tout ce médium-là, ça fonctionne. Mais c'est sûr que c'est pas un film qui raconte quelque chose autre que d'être ça. On n'est pas dans la critique, comme je disais, dans le réseau social. c'est standard. C'est ça, mais c'est super bien fait. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus bien. Autre que si vous ne l'avez pas vu, pour vrai, vous pouvez regarder. Moi, c'est une suggestion dans le sens... si vous voulez un thriller policier, un bon thriller policier efficace, claque, ça va plaire à tout le monde, c'est ça. Gone Girl par la suite 2014 avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris. On parle d'un couple qui est à la dérive, qui le jour de leur 5e anniversaire de couple, la femme va disparaître. Oui. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Gone Girl. Et voilà. Dieu. Donc c'est une histoire qui se passe sur à peu près un mois parce qu'on a vraiment on était le jour. Est assez clair là-dedans. Avec son style ultra délavé dans des teintes de bleu saturé, gris. Là.
C'est beaucoup jaune, ces films. C'est un peu jaune. En fait, sa couleur de base, c'est le jaune. Il aime beaucoup le jaune. Ouais. Dans Zodiac, tout est un délavé. C'est pas jaune, mais un délavé qui va être beigesque. Ouais. Surtout quand il y a des scènes de nuit, il va avoir des lumières jaunes. Ouais. Puis, c'est parce que là, tu as toujours retapé récemment. Je l'ai écouté la fin de semaine passée. Moi aussi, j'ai écouté il y a 2-3 jours. Tu sais, la scène quand, justement, sa femme est disparue, puis ils font comme la première conférence de presse. Ouais. On a besoin d'aide. Écoute, tout le mur du fond, tout est jaune. Tu sais, c'est de beige brun à jaune. Il s'en va quand ils sont devant la caméra, il est avec ses 2 beaux-parents. Les 2 beaux-parents, ils ont toutes les teintes de brun-beige. Écoute, ils ont l'air d'être collés sur le fond. Ils sont à côté. Puis lui, il a une chemise bleue, mais bleu très pâle. Mais ça fait que tout est tellement jaune que tu catches que tous les yeux sont sur lui. Lui, il détonne du truc. Ça fait que c'est très subtil. Là. Il joue avec les teintes tout le temps dans ce film. Ben, dans tous ses films, mais ce film-là particulièrement. Mais d'une manière très sobre, parce que tout est délavé. C'est pas comme... parce qu'on le sait dans les films d'horreur, ils vont mettre du rouge, c'est un code pour qu'il s'en vienne quelque chose, mais c'est tout le temps rouge, parce que tout est noir. Là, c'est du jaune délavé, le bleu délavé, un par-dessus l'autre. C'est pas... Quand tu le regardes, tu fais... C'est pas comme « Oh shit! » mais... Il passe un message quand même à travers ça. Tu te rends compte qu'il détonne dans le truc. Ça l'aide avec le jeu de Brad Pitt. Ben Affleck. Puis sa caméra, tout est dans la subtilité. Puis là, il est vraiment dans l'espèce de petit mouvement là, de caméra très sobre la plupart du temps. Mais il suit tout le temps l'émotion de la scène. Moi, ça me fait capoter. Je pense que c'est... j'adore Fight Club. Mettons, si on enlève Fight Club, Gone Girl, je pense que c'est le film qui fait le plus capoter. Ouais. Moi, j'ai été déçu en le réécoutant. Ouais, je l'avais quand même aimé, mon souvenir était bon. Mais en le réécoutant, il y a des affaires qui m'ont gossé. C'est une maîtrise impeccable. Dans ça, là, je peux pas l'enlever. The Fincher, incroyable. Il est A1 sur tout, mais l'ensemble, je trouvais... il y a trop de plot holes là-dedans. Là. Il y a trop d'affaires qui font pas de sens, que je suis moins prêt à accepter que The Game. Dans le sens, il y a trop d'affaires qui marchent pas. Je trouve que la police est stupide. Il y a plein de... Tant que ça? Ouais, je trouvais que... Il y a un truc dans les dialogues aussi. Bon, ça a été écrit par Gillian Flynn, qui est l'auteur du roman, qui l'a adapté. Et c'est sa première adaptation, c'est comme pour un screenplay. Fait que je sais pas s'il y a de ça là-dedans. Je trouvais des fois dans les dialogues, tu sais, quand on vient dans la rencontre avec Ben Affleck puis sa femme, je sais pas, ils se parlent un peu trop surécrit un peu. Là, tout est clever dans ce qu'ils vont dire. Fait qu'il y a un petit côté qui me gossait un peu. Ouais, je comprends. Et j'avais un peu de misère à m'attacher au personnage. Moi aussi, j'allais dire ça. Ma faute. Ben Affleck, que t'as pas le goût de l'aimer, c'est un trou de cul. Sa femme, là, il y a peut-être juste la sœur que tu cliques un peu. Je trouve que la misère me rattachait après avec des personnages. Puis c'est aussi dans sa longueur. Encore une fois, on est au-dessus de 2h30. Ouais. Fait que la première heure avant qu'on... Le milieu est bon. On dirait que Ouais, mais c'est ça, je m'en ai dit. Ce qui est le fun de ça, c'est le changement de ton. Le changement de ton. Ça, c'est super. C'est la force du film. Parce que c'est ce que j'ai préféré. Puis si on regarde Fight Club, c'était exactement ça. Gone Girl, c'est ça. C'est 3 parties de 45 minutes. Ouais, peut-être la dernière moins longue, mais c'est 3 parties et 3 changements de ton drastiques. C'est comme pendant tout le début, tu dis OK, voici le film. Bang, on frappe un mur. C'est plus ça le film. Quand on arrive sur le point de vue de la femme, c'est super bon. Je trouve switch. Ça switch, c'est efficace, c'est clever, c'est vraiment dynamique aussi. Il y a quelque chose, on tombe dans un rythme pas mal plus rapide que j'aurais aimé arriver plus tôt. On dirait dans mes souvenirs, ça arrivait plus tôt, puis à un moment donné, j'ai checké l'heure, ça faisait 57 minutes, puis on n'était pas encore arrivé à ce twist-là. Puis j'étais comme, 1 heure pour installer tout ça, c'était pas mal long. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que là, on dirait qu'il était plus intéressé aussi là-dedans à... Tu sais, que ça devient une espèce de critique très subtile, en fait, sur... Ah oui, mais non, la critique est bonne. Là. Les apparences, comment c'est traité par les médias, l'espèce d'hypocrisie les voisins, les gens, là. Toute une hypocrisie, l'espèce de virer quelqu'un en narrative pour les médias. Fait que oui, mais il y a quelque chose qui devient grotesque, surjoué, gros.
Mais je pense que c'était pour amplifier le côté grotesque, médiatique. Ouais, mais ça, j'apprécie comme l'intervieweuse, là, ultra. Tu sais, je veux dire, ça existe, là, ça a été basé même sur une vraie fille, je pense, l'influence là, de ce personnage-là. Aux États-Unis, il y en a plein des animateurs de même. Ouais. Ça, j'y crois. Là. Pour moi, ça existe, puis c'est une bonne critique. Là. C'était plus des fois juste dans le personne parle de même. Là, des fois juste des petits échanges là, un peu trop. Ouais, je comprends, mais ça, je peux comprendre. Je défendrai pas ce bout-là. Mais il y a quelque chose de. Tu sais, parce que, tu sais, quand. Puis là, un spoiler, mais whatever. Quand elle revient, justement, elle arrive chez elle en sang, puis elles sont dans la cour, en avant, puis là, tu as encore tous les médias, puis là, elle tombe. Mais tu sais, c'est ça, je pense que ça faisait partie de ça, tu sais, aussi les dialogues, mais tu sais, quelque chose, elle tombe d'une manière, genre soap opera, puis sa caméra, il fait un crane up. Ouais, pour la montrer. Puis il y a même la musique comme. Ouais, ça, c'est bon, ça. Mais c'est grotesque, c'est comme sûr. C'est dans le spectacle. Le spectacle, c'est comme. C'est ça, il y a une critique derrière tout ça. Mais ouais, je peux comprendre. J'ai aimé quand même ma réécoute, mais je pense que c'est un genre de film, c'est vraiment le fun la première fois. Parce que quand t'as plus la surprise. Ouais, c'est ça, il y a comme une longueur peut-être quand. Parce que, tu sais, c'est ça, quand tu sais qu'il y a 2 moments au film qui vont se switcher, parce que moi, l'avoir vu au cinéma la première fois, tu sais, je me rappelle être, OK, j'avais pas senti tant de longueur en première heure parce que tu te demandes, tu sais, t'es encore dans l'espèce de, OK, le truc policier, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, quand tu sais que ça twist, mais là, tu es un peu dans l'attente de la twist. C'est ça, exact. Je suis pas sûr, au niveau de réécoute. Maintenant qu'on en parle depuis 1 heure, c'est vraiment sa critique sociale est tellement présente dans ses films. Puis là, c'en est une, évidemment, mais des fois, c'est pas subtil, des fois, ça l'est un peu plus. Puis elle est toujours là, puis sous différents angles. Puis là, il allait chercher une autre corde, tu sais. Puis puis je pense que c'est le bon moment, mais je sais pas si tu avais déjà vu une entrevue où Fincher disait qu'est-ce qu'il pensait du public et des gens en général. Non. Puis il dit pour moi, tout le monde est un pervers. Puis il s'est mis à regarder la caméra, puis il a un petit sourire, puis il a laissé ça là, tu sais. Là, bon, on a fini parce qu'on a commencé avec la fin à Mank, mais on dirait que sans revenir trop sur Mank, il est vraiment allé dans autre chose parce que les 3 derniers films, il plafonnait pas, mais il était dans un même style, tu sais, il était... Ça lui a comme fait du bien un peu de casser son moule puis d'aller complètement ailleurs avec un noir et blanc d'époque. Il venait de faire beaucoup des films dans les mêmes teintes. Puis là, tu rajoutes House of Cards. Puis après ça, Mindhunter, les 2 séries Netflix. Qui est, ben, tu sais, House of Cards aussi, il a fait juste le premier épisode. Après ça, il était producteur exécutif. Tu sais, fait il a mis son empreinte, par contre, parce qu'après ça, tout le monde devait réaliser à sa manière, là, dans le style qu'il a mis dans le premier épisode. Ce qui est très commun en télé. Là, c'est très normal, là, mais c'est ça. Il y a parti une lignée de trucs un peu... Mais tu sais, j'étais pas tanné. C'est des films que j'ai aimés. Il n'y en a aucun que j'ai détesté, vraiment. Je les ai tous aimés à différents niveaux, mais quand même. Puis c'est juste que s'il nous était arrivé en 2020 là, avec un autre thriller ou un autre de la même esthétique visuelle, peut-être que ça aurait été celui de trop... Peut-être. Ouais, il va peut-être en refaire, mais je trouvais ça le fun qui casse ça un peu, qui s'en va complètement ailleurs. Peut-être que son prochain, il va revenir dans ce style-là parce que c'est un style qu'il affectionne et qui est bon là-dedans et qu'on le reconnaît pour ça, puis tant mieux. Mais ça faisait un peu de changement. Tu sais, comme Benjamin Button est arrivé un moment donné, il est allé ailleurs. Tu sais, moi, je me croise les doigts, comédie romantique. Peut-être. Pourquoi pas? On se laisse là-dessus. On prend... C'est brûlant. OK. Bon, on revient avec un autre réalisateur. Yes. Ciao.